Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Valentin Nouvel, aka New, réalisateur et motion designer lyonnais. On parle entre autres de formation, du travail en équipe et de voyage. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute. Hello Valentin. Salut José. Comment tu vas ? Très bien, merci à toi et merci à vous de m'accueillir pour ce podcast. Je suis hyper heureux de pouvoir participer à ce podcast sur motion design, donc merci. Ouais, c'est cool. Ouais, ça fait vraiment plaisir que tu aies accepté aussi, c'est super gentil de ta part. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots un peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Déjà pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Valentin Nouvel et vous me connaissez peut-être sous le nom de New sur internet. Je suis réalisateur et motion designer depuis maintenant 7 ans. Je suis spécialisé en animation 2D et plutôt 2D réaliste en ce moment, et aussi j'ai une casquette aussi dans le digital collage. Donc si vous connaissez pas, on pourra revenir dessus un peu plus tard. Clairement. Du coup voilà, donc je vis et je travaille à Lyon, mais ça m'empêche pas aussi de travailler à distance pour des agences ou des clients, notamment sur Paris, mais aussi à l'étranger, comme aux États-Unis ou au Japon par exemple. Ok, cool. Voilà. Après j'ai une philosophie du travail qui est où j'essaie d'avoir une approche plutôt minimaliste et poétique de l'animation. En fait, il me tient à cœur de toucher et de transmettre des émotions à travers mes projets, et en fait l'idée c'est vraiment d'aller au-delà du beau et de pouvoir vraiment sensibiliser les gens à travers mes travaux. Ok, cool. Voilà, du coup à la base j'ai une formation en direction artistique et d'animation à l'école Bellecour à Lyon, et voilà, donc à partir de là j'ai commencé à travailler en freelance du coup il y a 7 ans, et donc je travaille dans des domaines d'activité assez différents. Autant en publicité avec des clients comme Google, Airbnb, Chanel, Renault, etc. Mais aussi dans les domaines du documentaire avec des projets pour Arte, France Télé et aussi Vox aux États-Unis. Ok, cool. Ouais. Et voilà. Après aujourd'hui j'ai aussi une grosse partie de commandes d'agences ou de clients pour du social media content. Donc c'est vraiment du contenu vidéo pour des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment une grosse partie des demandes que je reçois en ce moment. Et enfin, j'ai aussi eu l'occasion d'avoir pu travailler sur des projets de scénographie, de live, de vidéo mapping et de vidging pour des spectacles ou pour du live show. Okay. Donc voilà, c'est un peu tous les domaines dans lesquels j'ai pu bosser. Ouais. Donc ils sont pas tous à proportion égale, c'est-à-dire que j'ai quand même une majorité de projets publicitaires. Okay. Mais je tends à avoir de plus en plus de projets docu aussi, donc je trouve ça assez agréable de pouvoir un peu mêler les deux et de pouvoir apprécier chaque chose, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, ça marche, cool. Toi, t'as été notre premier invité de 2022. D'ailleurs, bonne année. Oui, bonne année à tous, merci. Ça sort fin janvier, donc c'est encore admissible de le dire et de l'entendre. Ouais, ça va, ça passe. Comment ça s'est passé pour toi 2021 ? 2021, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu des projets qui étaient assez intéressants et plutôt challengeants, donc qui allaient un peu dans une nouvelle mouvance qui s'est vraiment mise en place de mon côté fin 2020. Ok. Et en fait qui s'est concrétisé sur l'année 2021 avec plus des projets à base de direction et de digital collage. Pour le coup, j'en ai fait beaucoup l'année dernière. Il y a aussi un projet qui a commencé l'année dernière que je co-dirige avec un ami à moi qui s'appelle Benoît Dreny, qui est illustrateur, et qui est un projet pour TED, les conférences TED. Et du coup, c'est un projet un peu, on va dire un peu court-métrage, parce qu'on est sur du 5 minutes d'animation, et c'est une première pour moi parce que c'est vraiment de la narration pure, c'est vraiment génial, et du coup je me rends compte de ce que ça représente de travailler sur un film, vraiment un film d'animation, quoi. Ok, cool. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui a été en toile de fond pendant toute l'année dernière et qui est en train un peu de se concrétiser et de se terminer là en ce début d'année. Trop bien. Ouais, c'est vrai que t'en avais parlé
au Motion Meet, il me semble. Je l'ai écouté Oui. hier. Ouais. Content de savoir que t'as suivi Bah tout ce que j'ai pu dire. Non, oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'y avais un peu parlé. Mais là, en début d'année, là, j'ai passé vraiment tout mon début de mois de janvier à faire que ça. Donc, ça Ok. prend un peu plus forme humaine qu'à l'époque où j'en parlais, peut-être. Et donc, ouais, j'ai hâte que ça sorte déjà de vous montrer tout ça, quoi. Ah, tu m'étonnes, trop bien. Moi, il y a un truc que j'aime bien poser comme question, c'est pourquoi Niu? Niu. Pourquoi? Oui, ça se prononce New. Niu. C'est vrai qu'à la française, on a tendance à dire New. En fait, je m'appelle Valentin Nouvel et j'ai un peu un malheur dans ma vie. C'est que Nouvel, c'est déjà pris par Jean Nouvel, Ok. l'architecte, et du coup, j'étais un peu dans l'ombre de ce monsieur. Donc, je cherchais absolument une idée de comment essayer de m'identifier autrement et que je sois pas rattaché à Jean Nouvel, quoi. Et en fait, New, c'est rien de plus que mon nom de famille en mode phonétique en anglais. Donc, Ok. New en anglais. Ok. New, c'est nouvelle en anglais. Et New, c'est vraiment l'aspect phonétique, quoi. Je voulais vraiment chercher quelque chose de graphique autour de ça et qui puisse se lire. L'idée, c'est que ça puisse se lire dans les deux sens, quoi. Tu peux tourner le logo dans tous les sens, ça, tu le liras toujours. Ouais, clairement. Et du coup, voilà, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver un peu mon identité là-dessus parce que j'ai pas un background de graphiste ou de communicant à la base. Donc, c'était vraiment mon premier projet de communication d'identité, quoi. Ok. Donc, maintenant... Ah, c'est marrant. Je pensais que c'était ça, mais j'étais pas sûr à 100%, mais ok. Ouais, t'avais deviné? D'accord. Je savais pas si les gens font vraiment le rapprochement, mais voilà. Du coup, Jean Nouvel, pas de liens familiaux du tout, pour le coup. Ah bah, j'aimerais bien. Peut-être c'est mon oncle au 4e degré. Peut-être. Mais j'en ai aucune idée, non. Après, il est vraiment très chauve et moi, j'ai plutôt beaucoup de cheveux, donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de lien de parenté à ce niveau-là. Mais voilà. Donc toi, t'étais à l'école Bellecour, tu nous disais. Oui. Toi, t'en penses quoi de la méthode de formation des écoles globalement? Est-ce que ça correspond toujours à la réalité du métier? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça, c'est une très bonne question. En fait, donc moi, il faut savoir, c'est que j'ai fini mon master il y a justement il y a 7-8 ans. Donc maintenant, moi, je faisais vraiment, je pense, partie de cette génération d'élèves où les formations en motion design commençaient tout juste à être présentes dans les écoles. Et encore, c'était plutôt des workshops. C'était vraiment des cours un peu disséminés au long de l'année. J'avais 1 heure de cours par semaine pendant 1 an, ma première année de master, et la deuxième année, j'en avais plus. Ok. Donc c'était vraiment un cours de découverte, quoi. Donc j'avais un super prof à l'époque qui est devenu un très bon pote depuis, donc Cyril Izarn. Ok. Si tu m'écoutes, merci. et du coup, donc on en a déjà discuté avec Cyril par rapport à ça, c'est que lui, il fait partie encore de la génération encore d'avant où c'était plutôt de l'auto-formation, des gens qui bidouillaient sur After Effects, qui étaient curieux et qui ont commencé par suivre les premiers tutoriels d'Ando Kramer ou de Matt Trunks à l'époque, mais ou même encore d'avant ça, où c'était vraiment plutôt des effets spéciaux sur After Effects. Ouais. Donc c'était vraiment une autre école. Moi, c'était vraiment la période où ça commençait à être présent dans les cours et ça intéressait plus ou moins les élèves. Donc là, sur une promo où on était à 25-30, on n'était que 2 ou 3 à être motivés à ce que ça voulait vraiment dire, quoi. Ok. Donc moi, ça m'a vraiment touché et donc j'ai développé ça. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a vraiment des formations vraiment spécialisées là-dedans, autant chez les Gobelins qu'à Émile Cole à Lyon. Il y a des écoles spécialisées, des formations en ligne avec School of Motion et compagnie. Je sais qu'il y a maintenant même à Bellecour, je sais qu'ils ont des cursus vraiment dédiés à l'animation, à la formation au motion design ou à l'animation 3D aussi, vu qu'ils ont un gros pôle 3D. Ok. Donc je sais que les formations ont tendance à avoir évolué avec le temps et avec la demande. Donc voilà, à savoir si ça avait vraiment, pour revenir sur ta question, si ça avait vraiment, ça m'avait vraiment formé au travail. Oui et non. En fait, c'était vraiment une approche où ça m'a donné les bases pour pouvoir commencer à travailler, c'est sûr. Mais dans cette formation, on était aussi beaucoup livrés à nous-mêmes avec mes collègues d'études à l'époque. Okay. C'est-à-dire que on avait des intervenants qui venaient 1 fois par semaine. Et après, on avait des workshops où on devait travailler en équipe et travailler de notre côté pour pouvoir présenter quelque chose la semaine suivante. Et du coup, cette espèce d'autonomie
Donc elle est à reprocher ou pas. Je pense qu'il y a eu du bon aussi d'avoir appris à se débrouiller tout seul, parce que ça m'a appris en tout cas à travailler la relation d'équipe. J'ai beaucoup aussi appris de mes potes étudiants à l'époque, parce que moi à la base j'ai un background de designer de produit. J'ai fait une formation en design de produit avant de faire mon master. Okay. Et du coup j'étais vraiment un peu en retard sur l'aspect graphique, design graphique, identité, comme je disais tout à l'heure. Donc j'ai beaucoup appris plutôt de mes potes étudiants que des professeurs vraiment sur place, en tout cas de ce côté-là. Et après j'avais, je pense, suffisamment les bases pour pouvoir me lancer en freelance à la sortie du master. Mais voilà, c'était les bases un peu légères, donc comme beaucoup, j'ai dû compléter avec des formations, avec des tutos en ligne, à se faire un peu ses griffes sur des projets comme ça. Donc ouais, ok. Ah, t'as fait un peu tout, quoi. T'as fait du en ligne, de l'école, du tuto seul. T'es passé un peu par toutes les méthodes de formation globalement. Oui, après, je pense que moi, je cherche les ressources là où il y en a, quoi. Ouais. C'est-à-dire que à l'époque, je faisais beaucoup de formations sur YouTube, et jusqu'à ce que je découvre les cours tutoriaux sur Instagram de School of Motion, qui étaient très bien faits aussi. Et après, voilà, des fois, ça passe par un peu de la R&D, tu vois, t'essayes des trucs sur After Effects toi-même, dans ton coin, tu vois que ça marche, et du coup, tu le réessayes. Il y avait aussi beaucoup la notion d'imiter, quoi. Donc, le principe des tutoriels, c'est vraiment de recopier l'exercice, quoi. Ouais. Mais après, l'étape d'après, c'était de pouvoir l'appliquer à une idée vraiment spéciale que j'avais en tête. Et du coup, voilà, réussir à switcher de l'application du tutoriel à une application plutôt personnalisée. Et du coup, voilà, quoi. Ouais, faut s'approprier un peu l'exercice, et oui, forcément tu copies un peu naïvement au début, mais après quand t'as la technique, tu sais mieux te l'approprier et puis l'appliquer à tes propres projets, quoi. Oui, bien sûr. En fait, à la base, moi je pense que le fait de copier, c'est un excellent exercice, quoi. De réussir à bien copier, déjà faut avoir du talent pour pouvoir reproduire quelque chose si on n'a pas juste à regarder une vidéo, c'est vraiment un exercice, quoi. Ouais. Y a pas de mal à ça. Après, là où j'ai eu des fois des mauvaises surprises, c'était quand je voyais des choses qui étaient copiées, donc en tant qu'exercice, mais qui étaient publiées en tant que projet perso ou en tant que projet. Ah oui. Okay. Donc ça, j'ai un peu plus de mal avec ça. En fait, pour moi, vraiment, l'exercice de recopiage, c'est vraiment pour s'entraîner, quoi. Ouais. Et ça a rien à faire sur un portfolio, ça a rien à faire. Et ça se voit tout de suite. Moi, mon premier tutoriel que j'ai fait en 2013, c'était un truc que j'avais suivi sur Matrix. C'était une intro d'animation que j'aurais absolument pas su faire seul. Ok. Et en fait, quand je le revois aujourd'hui, je me dis, mais voilà, j'aurais pu un peu plus me l'approprier, je sais pas, changer les couleurs, changer les formes, enfin voilà. Bah c'est bien de s'en rendre compte au moins et d'avoir ce recul là-dessus. C'est vrai que moi je me souviens au tout début de ma formation, avec un pote, on avait mis pareil nos exercices de cours sur Vimeo, tu vois. On était tellement fiers, on était tellement contents de savoir faire ne serait-ce qu'un petit truc qu'on a tout de suite mis, mais c'était un petit peu idiot avec le recul, quoi. Non, en fait, c'est ça qui est difficile aussi au début, surtout quand on n'a rien sur son portfolio, faut le remplir avec des choses, quoi. Donc, c'est ça. le moindre exercice de recopiage ou le moindre projet perso, illustration, animation, peu importe, au début, il faut le remplir, donc forcément, tu mets des choses. Moi, je me rappelle, mes premiers trucs dans mon showreel, c'était les films de sabre laser que je faisais avec mon frère quand j'étais gosse dans le jardin. Donc, j'avais 12 ans, tu vois. Et on faisait déjà mon frère faisait déjà des choses un peu comme ça. Donc, j'avais tellement rien qu'au début, j'ai même mis ça dans mon showreel. Donc, autant te dire que ça restait du dossier, quoi. Ouais, clairement. Il y avait Fleur qui nous a posé une question et qui demandait justement qu'est-ce que tu penses de la spécialisation en motion design? Je lis en même temps parce que c'est une longue question. Elle trouve que c'est compliqué en tant que designer de manière générale de se spécialiser à 100%, vu que le métier il évolue constamment et beaucoup. Et du coup, elle te posait la question, qu'est-ce que tu penses plutôt d'une spécialisation en design d'interaction
plutôt que motion design? Est-ce que ça fait sens ou est-ce qu'il faut rester plus général pour s'enrichir? Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, merci à Fleur d'avoir posé cette question parce que je trouve que ça pose vraiment une question de fond qui est en fait trouver son identité artistique, quoi. Enfin, au-delà des applications, c'est de savoir qui on est artistiquement, qu'est-ce qu'on a envie de faire artistiquement, et c'est vraiment une question presque philosophique, quoi, de où est-ce qu'on veut aller avec ce qu'on sait faire, quoi. Ouais. Donc ça, c'est une très très bonne question parce qu'en fait, je me suis posé cette question longtemps depuis que j'ai commencé. Ok. En fait, à la base, quand j'ai commencé, je me voyais vraiment comme un animateur pur, quoi, comme un motion designer. Donc, pour moi, le but, c'était d'apprendre la technique, d'être un bon technicien et pour pouvoir me présenter comme un animateur 2D pour un peu tous les styles d'illustration que je pouvais, sur laquelle on pouvait faire appel à moi. D'accord. Donc, c'était d'une façon de pouvoir se glisser plus facilement avec des agences qui avaient besoin d'un peu de renfort ou d'animateurs à ce moment-là. Donc, ça m'a fait vraiment rencontrer beaucoup de gens et d'illustrateurs différents comme notamment Patricia Grivet, Quentin Monge ou Victoria Roussel, ou même Benoît Dreny dont j'ai parlé un peu avant. Et en fait, voilà, moi ça faisait vraiment partie de ma vision du motion design où je me disais, ok, je suis freelance, mais j'ai vraiment pas envie de travailler seul dans mon coin. C'est vraiment quelque chose qui m'angoissait à l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était une réelle volonté pour moi de collaborer avec d'autres et pour pouvoir être un peu un couteau suisse, quoi. Donc au début, j'avais cette question que Fleur se posait, c'était est-ce qu'il faut être généralisé, être le plus étendu possible. Donc c'était un peu ça que j'ai essayé de viser au début. Mais du coup, j'avais un portfolio qui était très décousu, quoi. Donc même si ça avait la même technique d'animation plutôt flat à l'époque, parce que c'était vraiment là-dedans que j'ai commencé. Mais du coup, j'avais des styles qui étaient vraiment très spécifiques en fonction de l'illustrateur avec qui j'avais travaillé. Ok. Et du coup, c'est vrai que ça créait pas une cohérence en fait dans mon portfolio. Et pendant longtemps, ça me plaisait cette position d'animateur où j'étais plutôt en bout de chaîne dans des productions avec les agences avec lesquelles je travaillais. Et puis j'ai eu un projet déclic qui m'a un peu permis d'essayer et de prendre des risques sur des choses que j'avais envie de changer un peu de ce que je faisais. Okay. Donc ce projet, j'en ai aussi déjà parlé sur le Motion Meets où c'était le projet Instant. Donc c'était un projet qui est né d'un voyage en sac à dos que j'ai fait avec ma copine il y a maintenant 4 ans. Donc on a fait un voyage pendant 4 mois et demi en Asie à travers plusieurs pays dont la Chine qui a été le plus marquant pour moi. Okay. Et du coup, voilà, à partir de ce projet, de ce voyage-là, j'ai voulu en faire un projet qui retranspirait un peu des impressions de voyage, de refaire un peu un carnet de voyage visuel des ressentis que j'avais pu avoir en trip. D'accord. Et du coup, en fait, au-delà du processus créatif, ça m'a vraiment permis de prendre conscience que j'avais le droit de créer. En fait, je me suis dit, vas-y, t'essayes, tu fais ce que tu peux, et puis voilà. Donc en fait, c'était un exercice qui était un peu violent parce que jusqu'à présent, j'avais vraiment cette position où je travaillais avec d'autres, et là, je prenais un peu plus les rênes de la direction. Et pour moi, c'était vraiment un déclic, quoi, parce que je me suis autorisé à créer, en fait. Donc ça m'a donné une nouvelle optique, plus orientée sur de la direction. Et à partir de là, du coup, j'ai eu cet extraterrestre qui est arrivé sur mon portfolio, qui était rien à voir avec les autres projets. Et en fait, cette prise de conscience et de confiance en moi, ça m'a permis de me dire, ok, j'ai aussi le droit de designer, d'illustrer, j'ai aussi le droit maintenant, après, parce que là, j'en parle, j'avais déjà 4-5 ans de freelance derrière moi. Donc là, j'étais un peu arrivé à une espèce de doute où je me disais, est-ce que je continue à faire ce que je fais, ou j'aime bien travailler avec d'autres, ou est-ce que j'essaie de prendre plus les rênes et d'être plus en amont des projets, pouvoir plus proposer, moi, monter des équipes, de faire de la direction. Et du coup, pour répondre à la question de Fleur, c'est vraiment très personnel, en fait, parce qu'il y en a qui peuvent très bien se satisfaire d'être le plus large possible et de pouvoir proposer de l'animation 2D, de l'animation du X,
de l'animation 3D, faire du stop motion, quoi. Et je pense que c'est très bien de pouvoir aussi s'enrichir des autres domaines le plus possible. Mais après, je pense que cette force-là, ça a aussi la faiblesse d'être par définition être moins spécialisé dans d'autres choses, quoi. Ouais. C'est-à-dire que du coup, on a un portfolio qui est beaucoup plus différent, donc ça permet moins à des agents ou des potentiels clients de se projeter sur ce qu'on peut faire. Ouais. Donc je pense que d'un point de vue boulot, ça peut être un frein, mais je me dis que ça peut quand même servir à pouvoir développer son propre style, quoi. Après voilà, donc moi j'ai pas de réponse vraiment très définie parce que c'est encore des choses sur lesquelles je suis un peu en train de travailler encore aujourd'hui, donc voilà, il y a pas de réponse vraiment faite, mais par rapport à moi, à ma façon de travailler, à mes envies aussi d'aujourd'hui, je suis plutôt sur de la spécialisation. Donc voilà, mais si par exemple Fleur, tu bosses sur de l'UX design et que tu te sens que tu commences que déjà que ça te plaît et que tu commences à avoir un style vraiment défini là-dedans, je pense que ça peut être intéressant de développer ça, de creuser ça. Carrément. Après, ça dépend vraiment. Après, ça va créer naturellement des opportunités qui vont aller dans ce sens-là, quoi. Oui, c'est ça. Donc après, des fois, c'est un peu ça qui est dangereux, c'est que quand on commence à s'enfermer dans un style, c'est très dur d'en sortir et de pouvoir proposer autre chose, quoi. Donc voilà, moi je sais que j'ai eu par exemple une grande phase où je faisais beaucoup d'explainers vidéo, de vidéos explicatives dans mes débuts. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Je voulais vraiment faire autre chose. Et je me rappelle que c'était... je me dis, mais qu'est-ce que je peux montrer ? Je montre que ça sur mon portfolio, donc forcément, les gens, ils vont m'appeler pour ça, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que les projets personnels, c'est ce qui permet de s'essayer à d'autres choses et de prendre des risques. De sortir de sa zone de confort un peu, quoi. Exactement. Bon, c'est un peu les conseils un peu qu'on entend dans toutes les conférences de think out of the box et compagnie, mais je pense que ça a vraiment sa place dans la création, parce que se permettre d'essayer des choses, c'est même s'il n'y a pas tout qui est à apprendre et tout n'est pas à jeter non plus, mais en tout cas ça peut permettre de créer des opportunités pour pouvoir montrer des choses nouvelles et se renouveler, quoi. Donc peut-être que l'UX, ça peut être appliqué à l'interface, l'animation d'interface, mais après peut-être ça peut être appliqué, je sais pas, peut-être dans des films de science-fiction, tu vois, où t'as des incrustations du X et tout, donc ça peut être aussi un dérivé. Oui, il y a des ponts qui se font entre les différents domaines, quoi. Exactement. Ouais. Mais c'est marrant que toi tu penses que c'est un frein, du coup, le fait de montrer un showreel à une agence où tu as vraiment plusieurs styles différents. Tu penses que le manque de cohérence, ça peut freiner le... Bah, je sais pas. Enfin, un frein, c'est peut-être fort comme mot, mais en tout cas, je sais que ça peut avoir cet avantage de passer pour un couteau suisse, donc assez flexible sur les styles, assez flexible sur les intentions, les manières d'animer et tout ça. Mais il suffit de regarder les compteurs Instagram ou les compteurs Behance de ceux qui sont populaires. C'est des gens qui ont vraiment développé leur style graphique, quoi. Ouais, donc après ça aussi, je mets aussi des réserves là-dessus, parce que voilà, faut vraiment pas avoir peur de s'enfermer dans un univers qui peut être intéressant au début et qui peut très vite tourner en rond, quoi. Oui, c'est clair. Donc là, par exemple, moi de mon côté, depuis 2 ans, là, je commence vraiment à développer un côté digital collage qui est, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est vraiment ce qu'on ferait avec du papier et des ciseaux, mais appliqué sur Photoshop et sur After Effects. Donc à venir découper des images, à détourer des images en JPEG ou quoi, et de pouvoir les recomposer de manière avec vraiment volontairement cet effet un peu papier, collage papier, et scanner et tout ça, et un peu stop motion, et de le refaire et de l'animer en fait sur After Effects. Donc ça, par exemple, c'est un truc où j'ai eu une opportunité un jour sur un projet de documentaire pour Arte, où j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus. Et en fait, ça m'a ouvert des portes sur plein de projets orientés dans le luxe et dans la pub, où ils avaient besoin de ça. Trop bien. Notamment, c'était aussi un peu la surprise du confinement, c'est-à-dire que tous les films qui n'ont pas pu être tournés en réel,
avec une équipe de tournage et tout ça, se sont tournés vers du stop motion et vers du collage. C'était une bonne façon de pouvoir illustrer et représenter des personnages qui auraient dû être sur des plateaux. C'est clair. Et de les tourner en mode motion, quoi, et faire travailler juste une personne au lieu d'une équipe entière, avec des masques et des contraintes sanitaires un peu fatigantes. Ouais. Donc voilà, donc moi c'est vraiment un truc où j'ai commencé à me lancer dedans l'année dernière et j'ai vraiment commencé à développer ce style-là. Donc maintenant j'en fais beaucoup aujourd'hui. Pour l'instant, je trouve que c'est encore quelque chose qui me plaît et quelque chose qui me régale, mais voilà, comme Fleur le disait, j'ai un peu peur aussi de tourner en rond. Ouais. Et d'arriver à un moment donné où j'aurais un peu fait le tour des idées. Donc après voilà, ça pourrait, ce que j'imagine dans le futur, c'est pouvoir un peu combiner cette technique-là avec d'autres et pour pouvoir clairement, justement des choses qui soient un peu hybrides, quoi. Ouais. Mais il me semble que Instant, justement, c'est assez hybride dans la technique. T'en parles pas mal dans Motion Meet, où tu montres un peu les behind the scenes. C'est super intéressant à checker, de voir comment t'as vraiment combiné les différents médiums et tout ça. Donc c'est cool. Ouais, dans une certaine mesure, c'est un peu du collage aussi, parce que c'est vraiment c'était aller piocher des images à droite à gauche sur Pinterest, de pouvoir les cumuler ensemble et de faire en sorte de trouver, peu importe la technique, mais de trouver les méthodes qui me permettent de réaliser ce que j'avais dans ma tête, quoi. Et du coup, même si des fois on a des ambitions ou des idées qui sont précises en tête pour des projets perso ou même des projets pro, c'est de réussir à dépasser sa fierté de vouloir tout faire tout seul, quoi. Je pense que une étape aussi pour pouvoir évoluer professionnellement et artistiquement, c'est de pouvoir s'entourer des personnes qui puissent qui peuvent réussir à aller au-delà de quelque chose qu'on pourrait faire tout seul dans son garage, quoi. Et de vraiment dépasser ce côté fierté et de se dire il faut que tout soit fait par mes petites mains, parce qu'en fait le travail d'équipe, c'est vraiment ça qui porte un projet, quoi. Ouais, de ouf. Et tu penses que sans cette opportunité pour Arte, tu t'aurais mis les mains de toi-même dans du collage ou de l'animation de ce type-là? C'est une très bonne question, ça. J'en ai aucune idée. C'est quelque chose qui me plaisait déjà à l'époque, mais j'avais sans forcément creuser mes références et tout ça, parce que moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup par référence. Et du coup j'aimais ça, mais sans forcément savoir comment le réaliser sur After Effects ou même sur Photoshop. Et en fait du coup ce projet, c'était Cassius Bolos, que j'ai réalisé avec Cyril Calgaro, qui était l'ODA de ce projet-là. Donc c'est lui qui a posé les premières briques de ce style de collage sur lequel j'ai en fait décliné sur la suite de la série. Et en fait c'était un déclic, parce que c'était hyper marrant à faire, c'était facile. Et puis vu que jusqu'à présent je m'étais pas tellement autorisé à designer, c'était une façon facile de faire des choses jolies et réalistes sans forcément avoir un bon coup de crayon, quoi. Oui, ok. Donc voilà, à savoir si je serais arrivé à ce style-là sans ce projet-là, je sais pas. Mais c'est peut-être un peu l'avantage d'être d'abord très global, de toucher un peu à tout, un peu tous les styles. Et après, t'as peut-être cette révélation qui va te dire, ah ouais, mais je vais creuser là-dessus et je vais peut-être me spécialiser dans tel ou tel style, dans tel ou tel domaine, etc. Donc c'est, pour revenir un peu sur la question de Fleur, c'est peut-être, c'est par entonnoir, quoi. Tu vas apprendre peut-être tu vas avoir un œil plus global en regardant tout ce qui se fait, et après tu vas te spécialiser dans ce qui te plaît pour savoir ce qui te plaît, en fait. Parce que si t'essayes pas tout, tu sais même pas si ça peut te plaire ou pas au final. Ah oui, non, mais t'as raison. Je pense que là, de ce que j'ai pu en dépeindre, je regrette absolument pas mes premières années, justement, où j'ai pu travailler avec des gens différents, avec des styles différents, et parce que, comme tu le dis, ça permet d'avoir un bagage technique qui est forcément utile pour des réalisations diverses, quoi. Donc mais puis au-delà de ça aussi, d'avoir développé un peu ma technique, ça m'a aussi permis de développer mon réseau, qui est aussi une grande partie du travail de freelance. Aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir avec qui travailler, savoir monter une équipe si jamais il y a un projet un peu conséquent, ou justement de faire travailler le bouche à oreille une fois qu'on a un peu
le réseau qui est développé, ça aide forcément plus à trouver du travail, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, non, je pense que c'est vraiment important de pouvoir diversifier ces techniques et même juste d'un point de vue d'inspiration, quoi. Tu vois, moi, je suis beaucoup de blogs et de chaînes Vimeo d'influence motion design et tout ça, mais des fois, j'essaie de me faire violence à essayer de regarder autre chose que du motion ou de l'illustration, quoi. Ah ouais. D'aller voir de la photographie, d'aller voir de l'architecture, d'aller piocher un peu des références dans de la musique, dans du théâtre, dans du cinéma. Enfin, bon, le cinéma, tu me diras que ça se rapproche aussi très bien de l'animation, mais des fois, je me dis, dans ce que je peux produire encore aujourd'hui d'animation, ça reste un peu gentillet sur les points de vue de caméra, par exemple. Alors, quand tu regardes le 7e art du cinéma et la richesse de plans, la richesse de lumière, de façon de dire les choses, je trouve qu'encore aujourd'hui, je suis très premier degré sur la façon dont je représente les choses. Et c'est pour ça que pour moi, l'inspiration cinéma, c'est vraiment, c'est quelque chose sur lequel je tends à essayer de développer, quoi. De réussir à pouvoir dire la même chose. Mais tu vois, par exemple, au lieu que tu as un personnage qui dise l'action qu'il représente, ça pourrait juste son ombre reprocher sur le sol. Ouais, ça donne complètement une autre perspective du film. Pourtant, ça dit la même chose, mais ça apporte pas les mêmes émotions, les mêmes sensations. Donc voilà, essayer de rester hyper ouvert aux influences, que ce soit pas que du graphisme, que de l'animation, quoi. Ouais, c'est clair. Il y avait un reel qui m'avait fait rire et qui se faisait pas mal. C'était un reel où t'as que des animations de Globe, par exemple, où je crois que c'est Man vs Machine qui a fait un reel avec tous leurs spots de chaussures en 3D et des trucs comme ça. C'est clair. Oui, je sais pas si c'était Shitty Showreel de Animade à l'époque. Oui. Et du coup, ça reprenait tous les codes qui étaient communs à toutes les vidéos explicatives. T'avais les globes, t'avais les smartphones, les interactions avec le doigt qui passe sur le téléphone. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'hyper générique, quoi. J'en ai fait, hein, donc je vais pas cracher dessus parce que j'en ai beaucoup fait aussi des animations de téléphone avec des doigts qui passent dessus, ou même des globes. Donc voilà, après c'est bien de pouvoir en rigoler parce que c'est vrai que les tendances en animation, comme dans les tendances dans la mode, dans le graphisme, peu importe, c'est que des fois il y en a qui prennent un peu des risques et c'est souvent imité et de manière un peu générique, quoi. Donc ouais, c'est bien de pouvoir un peu aller au-delà de ça, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma vision du truc, quoi. Ouais, c'est intéressant. Donc toi, tu nous disais t'es freelance depuis 7 ans. Il me semble que t'es en coworking avec d'ailleurs Maïté qu'on a reçu d'ailleurs sur le podcast. Exactement. Maïté qui est ma collègue d'en face, que je vois pas beaucoup parce qu'on a chacun nos écrans immenses qui nous cachent, mais du coup oui, je travaille en coworking depuis maintenant 3 ans. Okay. C'est à 2 pas de chez moi et en fait j'ai essayé plusieurs coworking avant celui-ci, de différentes tailles mais plus ou moins toujours dans le domaine de l'image, c'est-à-dire que ceux qui travaillaient dans le coworking, ils étaient plus ou moins dans le domaine de la communication, donc des fois ça peut avoir ce côté un peu consanguin, mais c'est toujours hyper enrichissant d'ailleurs. Par rapport à Maïté, que je salue, elle m'aide beaucoup, notamment quand des fois j'ai besoin un peu d'avoir un peu de recul sur des designs sur lesquels je bosse, parce qu'elle a vraiment ce background d'illustratrice et de composition d'images, là où moi je suis encore un peu dans mes débuts. Donc c'est bien de pouvoir avoir des feedbacks un peu comme ça de coworkers. Je trouve ça hyper enrichissant, quoi. Et des fois ça crée même des opportunités de boulot, quoi. Donc moi par exemple il y a aussi Super Studio qui est une agence qui fait plutôt de la prise de vue, qui bosse beaucoup sur des documentaires, et du coup c'est grâce à eux que j'ai eu mes premiers projets de documentaires, et vu qu'on est dans la même pièce, forcément les occasions s'y prêtent plus à travailler ensemble, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup toi t'as fait les 4 années avant en freelance, tu travaillais de chez toi, tu travaillais comment? J'ai fait un peu différentes choses, ouais. J'ai eu une période où j'ai travaillé dans les locaux de Noble, donc tenu par Cyril et Julien. Donc c'était un local où on était 5, quoi, donc au max. Donc c'était vraiment tout petit. Donc ça aussi, ça m'a permis de développer
un peu mon réseau. J'ai beaucoup travaillé avec eux à cette époque-là, où ils m'ont refilé des projets. Donc, c'était une très bonne période. Mais, et du coup, après, ils sont partis. Ils ont changé de local. Donc, je me suis retrouvé à plus avoir de lieu. Donc, j'ai travaillé chez moi, sauf que maintenant, je suis papa. J'ai deux filles en bas âge. Donc, c'est super. Mais c'est pas du tout adapté à un milieu professionnel à la maison. C'est-à-dire que j'ai pas de bureau dédié. Donc, donc moi, c'est mon salon. Donc, c'était un peu délicat au début. Mais après, voilà, c'est possible, je pense, parce que j'ai un profil où j'ai besoin de me sociabiliser, j'ai besoin de sortir de chez moi, d'avoir un cadre, d'avoir des horaires. Après, j'ai des amis qui travaillent chez eux. Je pense notamment à Benoît, dont je parlais aussi encore avant, qui a le stéréotype du chat. très bien chez lui, très bien dans son cocon. Et je le respecte aussi totalement parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent mieux quand ils ont leur univers autour d'eux et rien pour parasiter, quoi. Donc j'entends les deux. Après, voilà. Moi, je suis plutôt le type de personne à aller dans des coworking. D'accord. Pourquoi ne pas avoir fait le choix d'être en agence si tu avais ce besoin d'être entouré de professionnels qui font un peu la même chose que toi? Pourquoi ce choix du freelancing, du coup? Ouais. À la base, c'était vraiment par mimétisme, en fait. Tous les gens autour de moi, dans lesquels j'avais été formé en animation, notamment Cyril Izarn était freelance, Cyril Calgaro est freelance aussi. Et en fait, c'était vraiment dans la continuité. Je voyais que ça marchait bien pour eux. Du coup, je me suis lancé et je me suis dit, au pire, si ça marche pas, je pourrais toujours essayer de postuler à droite à gauche. Et en fait, j'ai pris le rythme, quoi. J'ai vraiment pris goût à cette souplesse, justement, le fait de pouvoir choisir ses horaires, de pouvoir choisir ses projets, choisir ses collaborateurs. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Et du coup, ça me permet d'atteindre des choses que j'aurais peut-être pas atteintes dans certaines boîtes. Mais maintenant, malgré tout, j'ai eu quand même quelques propositions de contrats salariés en tant qu'animateur dans certaines boîtes. D'accord. Et je me suis vraiment posé la question à ce moment-là de savoir si ça valait le coup, quoi. Mais en fait, je suis trop attaché à cette souplesse pour pouvoir passer le cap maintenant, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, je commence à me poser des questions. Il y a Buck qui s'est installé à Amsterdam depuis peu et ça me trotte vraiment dans la tête d'essayer de toquer à leur porte pour voir s'ils embauchaient pas un petit Français. Ah, ce serait ouf. J'avoue. Ouais, ce serait cool. Mais bon, ce serait vraiment un vrai changement de vie parce que ça voudrait dire déménager là-bas, s'éloigner de la famille. Vu qu'on a des enfants, c'est un choix qui se fait pas tout seul, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, toi, t'as vraiment ce goût du voyage. Du coup, j'ai l'impression, et ça se retranscrit dans tes créations. Pourquoi c'est important pour toi de voyager? Qu'est-ce que ça t'apporte en soi? Écoute, moi déjà j'aime les vacances comme beaucoup de gens, je pense. Mais plus sérieusement, en fait, à la base, je pense que ça fait un peu référence à ce que je disais tout à l'heure sur d'essayer d'ouvrir son champ des possibles, à regarder des choses vraiment différentes de ce qu'on fait, quoi. Donc le voyage, ça rentre un peu dans cette optique-là de regarder des façons de faire différentes, des modes de vie différents et de voir en quoi ça peut être enrichissant dans sa vision purement graphique, dans un rythme de vie, une hygiène de vie. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était important, sachant que dans le voyage que j'ai fait en Asie, en fait, ça faisait partie d'un voyage plus long que j'ai fait en un an avec ma copine. D'accord. On a fait d'abord 8 mois en Amérique du Sud et ensuite on a fait ces 4 mois et demi en Asie. Et en fait, on a essayé de faire un road trip artistique. C'est-à-dire que j'ai utilisé le super outil qu'il y a sur Behance qui permet de trier par pays, par ville et par catégorie de design, quoi. Donc photographie, architecture, illustration, street art et compagnie. D'accord. Et il y avait en fait un gros référencement qui était fait par justement Behance pour pouvoir trouver des personnes qui faisaient le même boulot que toi dans telle ou telle ville. Et du coup, on en a profité pour essayer de rencontrer un maximum de gens sur la route. Dans telle ville, dans tel pays. On essayait de rencontrer des illustrateurs, des animateurs et tout ça. Et on a beaucoup fait ça en Amérique du Sud, un peu moins en Asie parce que c'était un peu moins facile des fois de communiquer ou quoi. Mais du coup, de réussir à mêler le plaisir des vacances, du voyage avec des rencontres artistiques, pour moi, c'était vraiment... c'était marrant de pouvoir confronter
la même façon de faire avec des Chiliens, avec des Boliviens et tout ça. Donc voilà, c'était encore dans cette optique de rencontre, comme ce que j'évoquais dans mes débuts en tant qu'animateur, c'était vraiment d'aller vers l'autre et de pouvoir, à la limite, créer des opportunités et au pire, partager une bière autour d'une passion commune, tu vois. Donc, pour moi, le voyage, ça a vraiment sa place dans le développement de la créativité, quoi. D'accord. En tout cas pour moi, quoi. Ouais. Est-ce que tu travaillais en même temps ou c'était vraiment une année entre parenthèses À la base, c'était une année où on était censé s'installer en Argentine. Donc, on avait commencé par faire 4 mois de sac à dos au nord de l'Argentine, Bolivie, Pérou et Chili. Et après, je me suis installé 4 mois à Buenos Aires pour essayer de trouver du boulot, quoi. En fait, vraiment de s'installer. On avait notre année de PVT là-bas, Working Holiday. Et du coup, l'idée, c'était de rencontrer un maximum d'agences, un maximum de studios, un maximum d'artistes. Donc là-bas, j'ai fait du réseautage comme j'en ai jamais fait ici. Et ça m'a permis de rencontrer vraiment des gens très, très talentueux. Mais des fois, là, j'ai un peu déchanté. Malgré des fois la bonne volonté et malgré l'envie, ça suffit pas à créer des opportunités. Et c'est un peu après 4 mois de vraiment passer du temps, trouver un espèce de coworking et vraiment essayer de démarcher tout ça. Au final, j'ai travaillé, mais plutôt avec la France, avec mes contacts français. Mais des opportunités se sont assez peu créées à Buenos Aires spécialement. C'est pour ça qu'on a décidé de reprendre le sac à dos et de continuer notre voyage en Asie. D'accord. Parce que finalement, ça nous avait vachement plu au début de parcours. Et ce qui est bizarre et dommage, c'est que vraiment les opportunités se sont créées que quand on a quitté Buenos Aires. C'est-à-dire que j'ai eu des opportunités de boulot, des propositions de job chez Mediamonks et compagnie. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment tombé pile quand on prenait le jour où on prenait notre vol pour Bangkok. Donc voilà, bon, ça aurait pu, je pense, être un autre milieu de vie si on était resté un peu plus, mais je regrette pas non plus parce que l'Asie, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur toute la sensibilité que je développe en ce moment de justement ce côté poétique, vraiment minimaliste, vraiment des choses hyper belles, quoi. Ouais, beaucoup dans l'émotion, comme tu disais au début aussi. Exactement. Et du coup, toi, tu parles espagnol, portugais ou tu parlais juste anglais? J'ai appris l'espagnol sur le voyage en Amérique du Sud, du coup, donc c'était vraiment, vraiment facile parce que avec une langue, tu voyages dans tout un continent pratiquement. Donc c'était hyper cool de pouvoir développer et apprendre une nouvelle langue. En plus, du coup, quand j'étais à Buenos Aires, j'ai vraiment passé du temps avec des coworkers. Donc c'était le studio Rudo qui avait travaillé sur le clip The Wolf, qui était hyper connu maintenant, mais à l'époque j'étais chez eux pendant qu'ils le réalisaient. Et du coup, j'ai vraiment appris à parler espagnol au quotidien dans mon coworking avec eux, et c'était hyper valorisant parce qu'en plus de faire ce que j'aimais, j'apprenais une nouvelle langue, donc c'était très bien. Trop cool. Et après, quand on est parti en Asie, par contre, c'était très dur de switcher de l'espagnol à l'anglais parce que c'était un peu galère. Quand t'as passé 4 mois à réfléchir et à parler que en espagnol, c'est un peu délicat, quoi. Ah, tu m'étonnes. Donc voilà, et puis vu que je bosse beaucoup aujourd'hui avec des clients à l'étranger, c'est beaucoup d'anglais. C'est très peu en espagnol, malheureusement, donc j'ai un peu perdu depuis ces 4 années qui sont écoulées. Ah, ça peut toujours revenir, ça se réveille rapidement. Ouais, il faut, je dis pas non, un petit échauffement en espagnol. D'ailleurs, si tu travailles avec beaucoup d'étrangers, c'est pas trop galère le décalage horaire ou Alors oui et non, en fait, je pense que ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que là, tu vois, par exemple sur le projet sur TED sur lequel je travaille, y a des gens qui sont sur place dans mon coworking, donc c'est très bien parce que franchement ça a cette souplesse de pouvoir échanger juste en se déplaçant, quoi. Ouais. Et après j'ai mon sound designer qui s'appelle Sébastien Oliwa qui vit en Argentine, et du coup on a ce décalage horaire de 6 heures qui est des fois qui peut être un peu handicapant, mais je sais que sur certaines boîtes c'est très recherché parce que ça permet d'avoir un roulement presque 24 heures sur 24 de projets qui continuent à avancer avec justement les switches horaires entre l'Amérique et l'Europe. Et des fois le Japon aussi, où il y a vraiment des gros gaps, tu vois. Si les États-Unis veulent travailler avec le Japon, la tranche horaire
elle est de 12 heures, quoi, je crois. Donc le mieux, ça reste d'avoir des fois des intermédiaires avec l'Europe. D'ailleurs, c'était pour ça que j'ai eu ma première opportunité pour travailler avec Buck. C'était parce qu'ils avaient un projet à rendre pour Airbnb à des horaires où eux, ils étaient en vacances Thanksgiving, je crois. Ah oui. Et du coup, ils avaient besoin de pouvoir produire ça. Et du coup, je crois que la branche Amsterdam venait juste d'être créée. Et du coup, ma première opportunité, c'était de travailler parce que justement, j'avais la souplesse du créneau horaire européen, quoi. D'accord, ok. Donc des fois, c'est un avantage, des fois, c'est compliqué, mais ça dépend vraiment des moments, quoi. Ok, cool. Ouais, c'est vrai, moi en ce moment, je m'intéresse beaucoup au nomadisme. Ah oui. Justement, j'ai quitté mon agence, c'était fin septembre, et j'ai fait quelques mois au Portugal, donc trop bien. pour le niveau décalage horaire, on est tranquille. Ça va, c'est trop bien. Mais Et tu peux m'en dire un peu plus, du coup, c'est vraiment la notion de travailler régulièrement à des endroits différents, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Par exemple, en février, je repars du côté plus Cuba, États-Unis, là-bas. Donc justement, j'aurais un peu ce décalage horaire aussi. Mes clients sont principalement français, donc c'était aussi intéressant de voir comment toi tu gérais ce genre de soucis. Ouais. Bah après, c'est sûr que ça change un peu les choses. J'ai un ami qui fait de la relation de presse, qui vient de s'installer aux États-Unis, et lui, par contre, c'est comme toi, il a ses clients en France, donc lui, il travaille très tôt, de 5h du matin à midi, sur les créneaux d'après-midi français. Ok. Et en fait, après, il a l'après-midi de libre, en fait. Donc, il commence très tôt sa journée, mais après, il a la souplesse d'avoir l'après-midi comme il peut. Donc, ah ouais, ok. Après, je pense que ça peut être l'occasion. Enfin, moi, si j'étais à ta place, je serais trop à fond d'aller voir les Cubains, Ouais, tu le motion design cubain, et aller toquer à des portes un maximum. Après, moi, je sais que j'ai cette curiosité d'aller voir un peu les gens, les locaux, quoi, voir ce qu'ils font. Mais oui, c'est clair. C'est super, quoi. Et du coup, au tout début, tu disais que, par contre, la Chine, c'était un délire. Des paysans ouais. De fou, quoi. Alors là, pour revenir sur le voyage, du coup, on est arrivé à Bangkok. Et en fait, toute l'Asie du Sud-Est, quand t'as déjà un peu voyagé, c'est une zone qui est hyper facile de voyager, quoi. Tu parles anglais, la plupart des gens te comprennent, tu manges bien, je sais que ça coûte pas cher et tout ça. Et en fait, donc dans notre périple, on est passé par le Thaïlande et le Laos, et on est remonté dans le sud de la Chine, où on a passé un mois. Okay. L'idée, c'était de retrouver un pote de promo qui habite à Canton et qui est chinois. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on va aller le retrouver là-bas, et on va sur le périple, on va aller en profiter un peu de la Chine. Et en fait, ça a été la descente aux enfers. Quand on a traversé la frontière, on s'est rendu compte que personne parlait anglais, que tout était écrit en chinois. Ah oui. Et du coup, waouh. Donc on était vraiment un peu sur le cul au début. Aujourd'hui, j'en parle, ça me fait sourire, mais on avait vraiment eu des galères juste de prendre un train, de prendre un billet de train, de trouver un hôtel, juste de savoir ce qu'on mange. Tout était compliqué là. Tout était la barrière de la langue, c'était vraiment un enfer. Oh punaise. Ouais. Mais malgré toutes ces galères, je crois que c'est le pays d'Asie qui m'a le plus marqué parce que du coup, avec la barrière de la langue, tu profites, tu utilises plus tes yeux ou je sais pas, mais en tout cas, j'étais vachement marqué par à la fois ce chaos de la ville qui grouille, ça crie, ça crache, ça machin. C'est vraiment hyper dépaysant. Et à côté de ça, il y a la place pour des cérémonies. La cérémonie du thé en Chine, elle est hyper importante, et du coup, de pouvoir prendre le temps pour ces choses-là, enfin, je trouve que c'est hyper contrasté entre ce chaos et ce respect des traditions, des fois le fait de prendre le temps. Là où moi, je bois des tasses de thé au litre, là-bas, c'est vraiment prendre le temps. On s'arrête, on passe 1 heure à discuter face à face. Il y a quelqu'un qui gère la cérémonie du thé en Chine, et toi, t'es en face, et c'est vraiment un moment de partage. Et du coup, il y a vraiment des choses qui m'avaient hyper marqué là-bas, et du coup, voilà, ce que je retranscrivais dans mon animation, c'était que ça m'avait les choses qui m'avaient marqué en positif, mais après, ouais, c'était vraiment hyper dépaysant pour le coup, quoi. Ah, tu m'étonnes. Puis ouais, la barrière de la langue, ouais, en plus, les lettres, enfin, les sigles, c'est... Ouais. Tu t'y retrouves pas, quoi. Tu comprends rien. Ouais, c'est clair. Non, c'était vraiment se mettre en danger, mais encore, voilà, on risque rien. Enfin,
C'est juste que c'était hyper badant, quoi, parce que quand tu perds vraiment tous tes repères, c'est vraiment particulier comme sensation, quoi. Et en fait, vraiment, la plus grande frustration, c'était de se dire que c'est un pays qui a 5000 ans d'histoire, et on n'était même pas capable de savoir ce qu'on mangeait, quoi, tu vois. Et moi, au début, c'était la frustration que j'avais, c'était de pas pouvoir creuser l'histoire du pays, pouvoir discuter des choses qui me plaisaient là-bas. Et en fait, quand on a retrouvé Han, donc mon collègue sur Canton, qui parle français et chinois, et là, on a passé 2 semaines chez lui et il nous a vraiment fait découvrir là où on avait eu tout un mois de frustration de ne pas pouvoir communiquer. Il nous allait voir du kung-fu, il nous a montré un peu justement un marché chinois. Et la calligraphie nous a fait rencontrer un calligraphe chinois aussi hyper réputé. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment eu une ouverture, accès en fait, accès à toutes mes questions que j'avais en tête. Je pouvais lui poser des questions, il me traduisait, on pouvait discuter. Et c'est vraiment un soulagement de pouvoir vraiment pouvoir dire ce qu'on avait en tête, pouvoir poser les questions qui nous taraudaient depuis des mois. Ah, tu m'étonnes. C'était ça. Est-ce que tu y retournerais du coup ou pas tout de suite, tu vois. Ouais. L'Asie du Sud-Est sans problème, tu vois, genre la Thaïlande, le Vietnam, c'est facile, quoi. Et puis c'est tellement bien là-bas. Je sais pas, oui, moi je me projetterais presque d'y vivre, tu vois, peut-être plus tard dans ma vie, mais la Chine, je pense que la prochaine fois que j'y vais, ce serait pas mal d'avoir un bagage un peu de la langue, quoi, tu vois, de pouvoir se débrouiller. En fait, là-bas, en Chine, il y a une grosse partie de tourisme chinois qui visite tellement le pays est grand, qui voyage à l'intérieur du pays pour découvrir leur région. Ouais. Et il y a une petite partie qui est du tourisme européen, mais souvent ou occidental, pardon, qui sont des gens qui pratiquent la langue. Et pour qui c'est un exercice et ils adorent la culture et tout ça. Moi, j'adore la culture, mais par contre, il y en avait très peu des comme nous qui arrivaient sans parler, sans avoir un minimum de bagages, donc c'était pas du tout le même voyage que certains qui ont pu le vivre de manière un peu différente. Ouais. Donc voilà, si j'y retourne, je pense que ce serait volontiers avec un peu plus de bagages de chinois, quoi. D'accord. Ouais, et d'où l'importance aussi de rencontrer des locaux et qui peuvent t'ouvrir un peu à leur culture et leur pays. Oui, c'est clair. Quoi. S'il n'y a pas cette barrière de la langue, quoi. Mais souvent, il y a l'anglais quand même qui. Ouais, c'est ce que je pensais. Peu, je pensais qu'en Chine, les gens parlaient un peu anglais, tu vois, mais pas du tout. Enfin, très rarement. Il fallait vraiment aller dans des très très grandes villes pour trouver une personne ou deux qui parlait anglais, tu vois. Mais c'était vraiment pas très courant, contrairement à ce que j'aurais imaginé. Mais après, ouais, moi, je suis hyper gourmand de ces rencontres et de ces échanges qui peuvent se faire avec des locaux parce que, franchement, de voyager tout seul ou même de bosser tout seul dans son coin, ça t'amène pas autant de richesse, quoi. Ouais, et tu vois, de pouvoir partager en plus une passion commune autour de l'animation, autour de ça amène des sujets de conversation, ça amène plein de choses, quoi, et des opportunités au final, quoi. Ouais, clairement. Parce que c'est vrai, toi, tu te diriges de plus en plus vers la direction, du coup, j'ai l'impression. Oui, c'est vraiment un peu ce que je cherche à viser aujourd'hui, c'est de créer des opportunités où je suis plus en amont du projet, quoi. Donc ça va en allant toquer à des portes pour proposer un peu mes services, ou ça, maintenant avec un peu mon portfolio qui s'étoffe un peu plus, ça m'apporte aussi des opportunités que j'avais pas jusqu'à présent. Et du coup, ça tend vers ça naturellement. Après, ça me dérange pas aussi de faire des choses plus alimentaires, des fois où je suis juste en exécution. Ouais. Ça dépend un peu des moments, quoi. Il y a des moments où c'est vrai que c'est pesant de toujours être à fond sur tous les projets. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose que j'aime développer, quoi. Ouais, t'aimes créer un peu des collectifs autour d'un même projet. T'en parlais d'ailleurs aussi un petit peu dans le Motion Meet où tu crées des équipes sur mesure pour un projet, quoi. Et c'est quelque chose qui te stimule. Ouais, franchement, c'est hyper enrichissant parce que ça rejoint un peu ce que je disais entre ce que tu peux produire tout seul dans ton coin et te faire à plusieurs. Ouais. Là, je me rends compte sur le projet sur TED, c'est l'équipe que je dirige en ce moment, on est 6.
et avec des profils différents, des gens sur Paris, enfin une personne sur Paris et puis le reste sur Lyon. Et c'est hyper gratifiant quand tu vois que les choses avancent. Et puis voilà, je me considère pas comme le meilleur animateur du monde, loin de là. Et du coup, quand tu vois que c'est hyper bien animé par quelqu'un qui est meilleur que toi, ça porte le projet vers le haut, quoi. Et puis je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à mettre un peu de l'eau dans mon vin, tu vois. Au début, je me disais, ok, il faut absolument que ce soit moi qui le fasse, parce que je sais ce que j'ai en tête et tout ça. Et en fait, de lâcher un peu prise là-dessus, ça permet d'avoir des fois des belles surprises, quoi. Ok. Et tu pourrais arrêter l'animation ou sera toujours en toile de fond quand même? Je sais pas, en fait. Je sais pas, c'est vrai que c'est une question que je me posais aussi justement dans cette optique de vraiment développer du design, de la direction. Mais pour l'instant, j'aime encore trop ça pour arrêter complètement. J'aime bien vraiment mettre la main dans le cambouis, quoi. Après, je t'avoue que ça me fait aussi plaisir quand des fois je délègue la partie animation et que je vois que c'est hyper bien fait. Je me dis, c'est vrai que je sais pas si j'aurais fait mieux, je sais pas si j'aurais fait aussi bien, c'est sûr. Donc, Ok. non, je pense pas qu'à terme j'arrêterai l'animation du tout, quoi. Mais Ouais. parce que c'est vraiment ça qui m'anime, c'est de donner vie à des graphismes, quoi. Très très beau jeu de mots. C'est ça qui t'anime. N'est-ce pas? Je pense que ça fait partie de ce qui me plaît, donc je pense pas arrêter encore, même si je pense que proportionnellement, je vais être amené à faire plus de direction et de design pour faire finalement moins d'animation, mais pour l'instant, je suis encore en train de chercher mon équilibre là-dessus, mais ouais, bien sûr. et voilà. Le temps fera son office. On parlait de 2021 au début. Du coup, 2022, qu'est-ce qui se profile? Il y a ce projet TED, du coup. Ouais, il y a TED qui va sortir en mars, si tout se présente bien jusque-là. Ouais. Donc j'ai hâte de vous montrer. Je pense que c'est un très très beau projet que je fais du coup avec Benoît Dreny, donc mon pote illustrateur qui vit à Lyon. Et du coup, ce projet-là, ça a été par recommandation. Donc on nous a recommandé à TED pour pouvoir le produire. Donc jusqu'à présent, Benoît et moi, on avait eu quelques opportunités de travailler ensemble, mais assez peu de manière professionnelle. C'est-à-dire que c'était beaucoup des projets personnels. Ok. En fait, pour revenir dans l'ordre chronologique, Benoît, c'est quelqu'un que j'ai contacté encore une fois par Behance. D'accord. Parce que j'avais trouvé son travail et j'avais contacté comme ça. Et en fait, on est devenus potes depuis. Et en fait, lui, il a un domaine d'illustration hyper sensible, hyper fine, hyper élégante. Donc, j'adore vraiment ce qu'il fait. Et il travaille surtout dans le domaine du packaging, de l'illustration, de l'édition, pour du web, pour du print. D'accord. Donc il a vraiment ce côté très illustratif fixe, image fixe. Et en fait, je me suis dit, mais son style, il serait fantastique à être animé, quoi. Je me dis, c'est vraiment un truc qui pourrait trop bien aller. Donc c'est passé, notre collab, elle a commencé il y a quoi, 5 ans? Moi, je dirais un truc comme ça, 4 ou 5 ans, je pense, où j'ai proposé d'animer une illustration à lui d'un singe, un singe japonais là dans les streams, dans les termes. Donc c'était une illustration fixe qu'il avait faite à l'époque, et en fait c'était la première collab qu'on avait fait, c'était ça. Et du coup on a vachement matché tous les deux d'un point de vue artistique, c'est-à-dire qu'on a les mêmes références, on a les mêmes intentions, on a les mêmes goûts, donc et puis humainement ça a vachement bien marché aussi, donc on n'arrivait pas à trouver d'opportunités professionnelles, donc on a développé des projets personnels comme ça. Donc on a fait un GIF pour la Journée internationale des droits de la femme, qui était hyper sympa aussi à faire. Et après, on a eu un premier projet sur lequel j'avais tout à faire. Donc j'aurais pu tout faire, design et animation, sauf que j'avais vraiment envie de bosser avec Benoît à cette époque-là. C'était un projet un peu sous-payé pour le coup, mais voilà, on s'était dit si on crée pas d'opportunité, on n'en aura jamais, quoi. Donc on a fait un peu la concession de faire ce projet un peu au rabais, qui était Salon Life, qui est un projet pour une application d'organisateur de schedule pour des salons de beauté. Donc voilà, et ce projet-là, il a en amené un autre, puis un autre, et là, TED, c'est vraiment un peu l'apothéose, quoi. C'est le plus gros projet qu'on fait à deux, avec le plus des intentions vraiment très orientées cinéma. On a été vraiment, je pense, peut-être un peu trop audacieux sur certaines choses. Et puis surtout, on a chacun nos projets à côté qui prennent les dessus, quoi. Donc ce projet-là, c'est, je pense,
celui qui va marquer vraiment officiellement notre collaboration. Et du coup, on est même en train de réfléchir à monter un studio peut-être à deux dans ce début d'année 2022. Donc, cool. Donc pour l'instant, c'est encore un peu nébuleux, mais on réfléchit sérieusement à créer un espèce de studio où on prendrait des projets un peu comme TED, des projets où on pourrait associer son style et le mien et faire de la direction là-dessus, tout en gardant chacun nos espaces freelance à côté. Oui, okay. Mais du coup, voilà, 2022, j'espère, va amener ce pas en avant dans ma vie de freelance. Et voilà, après, j'ai des tas d'envies, j'ai des tas de résolutions pour cette année, notamment faire un peu moins de temps sur l'ordinateur, vu que je fais beaucoup de collage, de digital collage, j'aimerais bien passer réellement dans du collage vraiment papier, quoi. Quitte à faire du stop motion, de l'animation autour de ça, donc c'est vraiment une envie que j'ai. Trop bien. T'as déjà mis les mains un peu dans le cambouis déjà Non. J'ai trop peur d'essayer, quoi. Alors que mes filles, elles te font du collage en rien de temps, et puis elles ont pas peur d'essayer, quoi. En fait, je pense que comme beaucoup de créatifs, on a un peu cette ambition que ce soit bien tout de suite, quoi. Ouais. Moi, c'est un peu ça qui me freine. J'ai rencontré un super collagiste sur Paris qui s'appelle Andrei Kojokaru, pardon. Et du coup, qui est un collagiste analogue, quoi, et digital, qui fait du collage papier. Et je suis allé le voir à Paris pour le rencontrer. En fait, on a vachement bien accroché. Et du coup, on a fait ce parallèle entre lui, son métier papier, et moi, l'adaptation de ce style-là en mode digital. Et c'était hyper intéressant de pouvoir voir sa façon de travailler. Et il m'a notamment envoyé une petite sélection d'images à découper et à coller moi-même à la main. Donc j'ai ce truc-là qui m'attend. Et j'ai juste une hâte, c'est d'essayer. Et à la fois, j'ai pas du tout envie de m'y mettre parce que j'ai trop la pression. Mais en tout cas, je suis hyper content qu'il m'ait permis d'avoir un peu une base sympa pour pouvoir travailler. Parce que c'est vrai que le collage, ça dépend vraiment de ce que tu as autour de toi, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, j'aimerais vraiment pouvoir me sortir un peu les doigts et pouvoir essayer d'y essayer, quoi. Ouais. C'est vrai que ça amène vraiment une autre perception parce que t'as tout ce qui est le jeu d'éclairage aussi, de lumière. Enfin, t'as des possibilités exactement vraiment ouf, quoi. Puis faut savoir, c'est qu'en digital collage, je me prends vraiment la tête à essayer de reproduire la réalité, c'est-à-dire de retrouver l'ombre portée que tu pourrais avoir sur un scan, sur un scanner, ou alors de retrouver la texture papier, parce que les images hyper bonne def, t'as pas ce grain, t'as pas ce côté impression, quoi. Donc en fait, moi, je passe des heures à essayer de feinter, alors qu'il me suffirait de déchirer une feuille. Après, le côté digital collage, ça m'amène la souplesse de pouvoir revenir en arrière, ça m'amène la souplesse de pouvoir dupliquer à volonté. Mais à terme, je me dis que je pourrais réussir si j'arrive à me lancer un jour, à réussir à combiner en fait l'analogue, donc les choses faites à la main, et le digital, quoi. De se dire que de pouvoir combiner un peu comme Ariel Costa le fait sur certaines productions, de trucs où il scanne, il fait de la distorsion en déplaçant son papier pendant que ça scanne, donc ça crée des déformations, d'avoir un peu des accidents que tu pourrais pas avoir sur Photoshop parce qu'on a trop le contrôle, et de réussir à créer sur cette base-là. Donc je me dis que c'est vraiment un truc que j'aimerais développer cette année, c'est passer un peu moins de temps sur l'ordinateur et un peu plus de temps sur du papier, sur du dessin, sur des expérimentations, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai que moi j'ai pas mal cet attrait avec le stop motion aussi. Dernièrement, j'ai fait l'animation, je l'ai faite sur After, tu vois, pour avoir ce contrôle sur comment ça bouge, tu vois. Mais après, j'avais imprimé du coup chaque image, et puis ma copine, elle a fait de l'aquarelle par-dessus. C'est du boulot, ça. Et après, on a repris en photo chaque image. Donc ça fait un style un peu stop motion sans vraiment être totalement. C'est un rendu que tu pourrais pas avoir sur After Effects, quoi. Même si tu essaies de reproduire ce que vous avez fait, ça aura toujours ce côté numérique, quoi. Mais c'est ça. Mais ouais, c'est super, quoi, d'avoir pu faire ça. Je trouve ça hyper enrichissant. Ça me fait penser à un projet que j'ai fait pour Shiseido, qui est une marque de cosmétiques japonaise. En fait, je devais animer des camélias, un arbre de camélias qui
qui fleurissaient, quoi. Et du coup, je me retrouvais avec à me dire mais comment je vais faire pour After Effects, parce qu'il y avait vraiment cette contrainte qu'il fallait que ça ressemble à des peintures japonaises de l'ère Edo, donc c'était vraiment un type le mood board était très orienté estampes japonaises et tout ça. D'accord. Et je me suis dit ok, comment je fais parce que mes références c'était des maîtres calligraphes, des maîtres peintres japonais, quoi, qui avaient passé leur vie à faire ça, à travailler leurs traits, tu vois. Donc moi, j'allais pas m'improviser calligraphe du jour au lendemain. Et en fait, je devais animer cette fleur qui s'ouvre. Je me suis dit sur After, ça va être un enfer. Et du coup, j'ai eu l'idée de combiner de la 3D avec une texture aquarelle que j'ai faite moi, en fait. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment hyper plu. C'était que j'avais vraiment appliquer des textures à l'aquarelle sur du papier que j'avais scanné. Donc j'avais fait des pages et des pages où j'essayais de faire des différents types de taches d'encre, que ces peintures étaient scannées et étaient utilisées comme texture qui étaient appliquées sur les pétales des camélias. Et après, du coup, avec l'animation 3D, ça m'a permis d'avoir justement cette fluidité d'animation que j'aurais absolument pas pu faire sur After Effects, où ça aurait été un enfer à faire. Et ça avait ce côté un peu hybride entre du réel et du numérique, quoi. Donc c'était vraiment ce process-là, j'avais vachement aimé l'essayer, et c'est vraiment peut-être quelque chose que j'aimerais développer encore cette année, voilà, essayer de mixer des techniques entre du réel et du digital, quoi. Ok, bah cool, on te le souhaite carrément. Merci, moi aussi. Est-ce que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose sur les sujets qu'on a abordés? On arrive plus ou moins à la fin. Est-ce qu'on serait passé peut-être à côté de quelque chose? Je sais pas. Après, je pense que on pourrait résumer un peu ce qui s'est dit, quoi. Moi, je pense que si on devait retenir une idée de ce qu'on a pu se dire, c'est de l'importance de trouver son identité artistique. Pour moi, c'était le cœur de la question de Fleur, et c'était le cœur de cette discussion. C'était de réussir à savoir qui on est et qui c'est qu'on a envie de devenir artistiquement parlant, sans avoir la prétention de devenir un Picasso ou un Monet ou quoi, mais juste de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, vers quoi on a envie de tendre, et du coup ça passe par des concessions, ça passe par des décisions, ça passe par des expérimentations, et du coup c'est tout mettre en œuvre pour pouvoir suivre sa voie, quoi. Donc créer des opportunités, savoir bien s'entourer, oser des choses, toquer à des portes. Je pense que en tout cas c'est ma façon de faire et la façon dont je l'applique à ma vie professionnelle, quoi. Et vraiment, voilà. Vraiment, je trouve ça incroyable de pouvoir prendre le temps de se poser ces questions-là plutôt que d'être pris dans l'engrenage de la vie professionnelle, et de prendre un peu le temps de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me représente, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, et puis oser, quoi, avoir ces petites doses de culot, ça fait jamais de mal, et ça peut que apporter du bon. Oui, quoi. c'est sûr. Faut réussir à dépasser ces attentes. Donc moi, avec le collage papier, pour de vrai, de vraiment se réussir à dépasser ces peurs de créer pour pouvoir se dire au pire, je le montre pas, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Clairement. On n'est pas obligé toujours de faire des masterpieces à chaque fois qu'on fait quelque chose, quoi. De réussir on a quand même le droit à l'erreur. Ouais. Quoi. Et justement, l'erreur, c'est hyper formateur, quoi. Ouais, de ouf. Voilà. Est-ce que toi, t'aurais une œuvre récente ou ancienne, peu importe, qui t'aurait marqué dans ce que tu fais, ou qui t'aurait donné envie de faire ce que tu fais maintenant? Bon, il y a plein de trucs en fait qui me marquent. En fait, là, je suis en train de suivre sur YouTube des tutoriels de Robert Vallée, qui est un Canadien, réalisateur canadien qui a réalisé des courts-métrages somptueux que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui s'appelle Massive Swerve. Okay. Et en fait, c'est un réalisateur qui part vraiment de la page blanche pour créer un film, et du coup on le suit sur la conception d'un storyboard, et en fait c'est quelqu'un que j'admire parce que son travail il est genre somptueux. Okay. Il a vraiment un style qui moi me parle, et du coup ça me donne plein d'idées pour pouvoir essayer de faire un truc à ma sauce, un peu différent encore. J'ai un projet en tête un peu
un peu comme Instant, mais enfin pas comme Instant, mais un autre projet un peu ambitieux qui pourrait me sortir un peu de cette casquette digital collage et cette casquette un peu réaliste. Peut-être de faire un truc qui mélangerait un peu les deux. Et du coup, ce qui m'inspire en ce moment, c'est ces formations de Robert Vallée que je vous encourage à aller voir si vous êtes un peu curieux. C'est hyper enrichissant, quoi. Et moi, ça me donne vraiment envie de mettre la main à la pâte et de travailler, quoi. Et du coup, il est réalisateur, tu disais, il fait quoi, des documents? Non, il a travaillé pour 2 épisodes de Love, Death and Robots, la saison 1 et saison 2. Ah, ok. Donc il fait plutôt des courts-métrages animés avec un style très comics. Donc il a un style de character design qui est hyper stylé, quoi, hyper affûté, avec des accentuations, des proportions improbables. Et en fait, il a toujours un peu un univers un peu underground sur la drogue, sur les acides, sur les soirées improbables. Et il a ce côté un peu underground de par sa vie et de par son style, de par les sujets qu'il touche dans ses animations. Et en fait, au-delà du sujet qu'il aborde, je trouve qu'il a une vraie cohérence dans son travail entre le fait de faire des projets perso, mais qui puisse amener à avoir une rentabilité par la suite. Il parle souvent justement de savoir comment est-ce qu'il peut vivre de ce qu'il aime, quoi. Ah, trop bien. Du coup, il disait qu'en tout cas, ces choses-là, les vidéos que je regarde en ce moment, c'est ce qui l'a permis de vraiment le plus lui faire du bien sur le fait de... Voilà, c'est comme une thérapie avec un psy, quoi. Il dit tout ce qu'il veut, il se lâche, et en fait, ça lui fait vachement de bien de pouvoir enfin s'adresser à une communauté qui l'écoute et qui le suit, du coup. Et moi, je trouve ça hyper enrichissant, quoi. Hyper enrichissant. Ok, bah écoute, ouais, on va retrouver ça, on va le mettre en description pour ceux que ça intéresse. Carrément. Bah, carrément. Maintenant, qu'est-ce que tu prends à l'apéro? À l'apéro? Quel serait ton apéro signature? Pas en janvier, parce qu'en janvier, je suis en mode dry, comme certains après beaucoup d'abus. Ah, yes. Mais dès février, mon apéro, alors là, j'ai hâte. Moi, j'aime bien les apéros beer pong. Ok. C'est mon petit côté nostalgie d'un voyage que j'ai fait aux États-Unis. Et dès que je peux placer un fût de 5 litres et des gobelets et une balle de ping-pong, vous m'y retrouverez toujours à côté de la table, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que toi, t'aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast? Après, ça dépend quel type de profil vous cherchez, mais en tout cas, je sais que Benoît, je serais hyper intéressé d'entendre ce qu'il a raconté sur... Okay. Donc Benoît Drini, pour ceux qui arrivent plus tard sur l'émission, qui est un illustrateur fantastique. Donc ouais, j'adorerais entendre ce qu'il a à dire sur sa façon de bosser, sur sa création, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, on se note ça avec grand plaisir. Cool. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour cet entretien, ça fait super plaisir. Bah je t'en prie, merci. On a abordé pas mal de choses super intéressantes. Bah tant mieux. Donc ça tue. Tant mieux. Bah écoute, encore merci José pour l'invitation et merci à toute l'équipe de m'avoir pris le temps de m'écouter et puis aux auditeurs qui ont écouté pendant 1h15 tout ce qu'on a pu se dire. Mais en tout cas, je suis content si ça a pu vous parler ou inspirer certains ou peu importe. En tout cas, si jamais il y a des choses que vous avez envie de creuser un peu sur ce qui a pu être dit, n'hésitez pas à revenir vers nous, quoi. J'adorerais pouvoir discuter de ça avec vous, dans l'idéal autour d'un apéro motion. Ah yes, trop cool. Comme ce que vous organisiez à l'époque, avant le Covid, mais... Ouais, carrément. Ouais, avec plaisir. Eh ben, plaisir partagé. À très bientôt. Allez, alors. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook @apéromotiondesign, sur Instagram @apéromotiondesign et sur Twitter @apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast. Ciao ciao!